J'ai longtemps cru que j'étais seul à douter et seul à me demander comment un métier choisi par passion pouvait devenir un tel poids. Bienvenue dans Indiana Vets. Je m'appelle Anthony Bourg, je suis vétérinaire et j'accompagne les équipes véto dans leur quête d'épanouissement en tant que formateur et coach professionnel. Comme beaucoup d'entre vous certainement, j'ai connu la perte de sens, le burn-out et cette aversion qu'on peut ressentir pour une profession qu'on aime autant qu'elle nous fait souffrir. Dans ce podcast, je vous propose d'écouter des parcours vrais, des confrères et des consoeurs véto, praticiens ou non, des ASV et des étudiants véto qui racontent sans phare leur réalité, leur remise en question, mais aussi leurs solutions et parfois leur reconstruction. Parce que derrière les sourires et des apparences parfois prestigieuses, il y a des êtres humains qui cherchent tout simplement à s'épanouir dans un métier très exigeant. On va sortir ensemble des sentiers battus et comme toute exploration, ça peut secouer. Alors que ça vous brasse ou non, je vous invite à venir en parler avec la communauté sur le groupe Facebook Indiana Vets. Vous êtes prêts ? On part à la recherche de l'épanouissement vétérinaire. C'est parti! Bonjour tout le monde, bienvenue sur cet épisode d'Indiana Vets. Aujourd'hui, c'est Laurent qui vient au micro de ce podcast. Salut Laurent. Salut. Comment tu vas aujourd'hui ? Bon, écoute, ça va bien. Le printemps est là, la chaleur aussi, on en profite. C'est vrai. Non, une journée de repos, mais active avec une interview, tu vois, de toi et le plaisir d'être là pour y répondre. Ouais, carrément, c'est un plaisir de t'avoir devant moi. On s'était rencontrés au dernier AVAC à Lyon. C'est ça, ouais. L'année dernière en novembre. Ouais, on avait eu l'occasion d'échanger tous les deux avec d'autres personnes, c'était intéressant. Faire ta connaissance, découvrir aussi ton bouquin. Alors bon, je fais un peu du spoil direct, mais on en parlera un peu plus tard, qui est un bouquin très intéressant. Donc déjà, petite tradition de ce podcast, on en a parlé tout à l'heure, et j'ai hâte d'entendre ta réponse, parce que je ne la connais pas. C'est quoi la valeur principale, la valeur primordiale dans ta vie, et comment elle s'exprime pour toi ? Alors, bon, j'y ai réfléchi, parce que tu me l'as demandé en amont, mais j'ai essentiellement deux valeurs qui sont importantes pour moi. La première, c'est l'écoute. Je pense que avant toute situation, avant toute décision, il est important de prendre le temps de se poser et d'écouter les arguments de chacun. Et également, à travers cette écoute, d'aider en fait chacun dans des situations qui peuvent être changeantes, délicates ou autres. Donc ça veut pas juste dire, tu vois, arriver le matin et dire bonjour, comment ça va, et puis passer à autre chose. C'est vraiment d'essayer d'écouter la réponse pour savoir si aujourd'hui il y a un truc qui cloche ou non, je perçois ça va pas aujourd'hui, donc peut-être qu'il faut se poser 5 minutes et prendre le temps d'un entretien rapide, tu vois, mais avec les salariés de la clinique, souvent c'est ce que je fais. J'essaye de percevoir s'il y a quelque chose de différent de d'habitude pour approfondir. Et puis, l'autre valeur qui va un petit peu avec, on va dire, c'est le respect. C'est-à-dire que chacun est différent, chacun vient avec ses valeurs, son background, sa formation, son historique. Et je respecte tout ça, et c'est pas parce qu'ils ont pas forcément les mêmes idées que moi sur certains points qu'on n'aborde pas forcément d'ailleurs dans la vie professionnelle que il y a pas de respect, il y a pas de moi je respecte les gens tels qu'ils sont avec leurs convictions. Si on a des convictions similaires, tant mieux, ça aide pour travailler ensemble souvent, mais ça peut être des gens qui sont porteurs de valeurs différentes, mais avec lesquelles on travaille très très bien aussi. Génial, c'est deux notions pour moi qui sont la base du bien vivre ensemble et de l'harmonie en collectif, j'ai envie de te dire, entre l'écoute et le respect de l'autre, écouter les points de vue. Oui, on est bien là, ils ont bien de la chance, ces gens qui travaillent avec toi, du coup, j'ai l'impression. Parce que prendre le temps, tu sais, prendre le temps du fameux comment ça va le matin, mais vraiment d'écouter la réponse et pas de le faire en passant dans le couloir, c'est quelque chose que j'ai, je crois, absolument jamais vu dans une structure. J'aime beaucoup faire cet exercice avec les étudiants que je vois en co-développement à l'école Véto, en tout début d'atelier. Et oui, et qu'ils le disent aussi, enfin, je crois qu'en France, on a très très peu l'habitude de faire cet exercice. C'est plutôt un « ça va Laurent ?» Voilà, sans réponse, mais ça va, il n'a pas répondu, c'est normal. Ou alors oui, ça va, alors que ça ne va absolument pas, je me sens pas bien, je suis en colère, je suis triste, mais non, ça va, tout va bien. Ouais, donc génial en tout cas pour commencer cet épisode, écoute et respect. Ouais. Après, tu vois, c'est ce que j'essaye de donner comme sentiment. Enfin,
j'espère que c'est le sentiment que mes salariés ont à la clinique, c'est que on est ouvert au dialogue. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt à écouter quand ils ont quelque chose à dire. Voilà. Donc ça peut être au-delà du simple bonjour le matin. Bon, il y a des bonjours traditionnels, tu vois, de bienvenue, quoi, on va dire ça comme ça. Mais si jamais un de mes salariés a besoin de parler, pas de problème, je prends du temps dans le planning, on bloque ce temps et on parle. Il y a pas, c'est pas de la discussion entre deux portes, tu vois. Il y a vraiment besoin d'aller chercher la parole pour l'écoute. Et du coup, Laurent, la tradition aussi de ce podcast, c'est que je vais te laisser te présenter pour que tu dises à nos auditeurs et auditrices qui tu es, en fait, Laurent, tout simplement. Ok. Bah écoute, moi je suis sorti de Maison Alfort en 2004. J'ai travaillé directement derrière en activité rurale mixte. Enfin, j'avais une formation assise de rural, donc je suis parti là-dessus d'abord. J'ai Ok. été dans le Maine-et-Loire, j'ai été dans la Mayenne, j'ai ensuite fait un tour en Seine-Maritime, et puis j'ai après voulu me poser et essayer de trouver quelque chose où je risquais de m'associer. J'ai eu une proposition d'amis qui avaient travaillé dans le Cher, à côté de Sancerre où je suis aujourd'hui, à Saint-Satur exactement, un veto solo qui cherchait quelqu'un pour prendre le relais, prendre sa retraite tranquillou, et puis vendre derrière. Ok. J'ai dit oui, ça m'avait l'air super sympa. Avec les retours que j'avais de mes amis, c'était déjà une bonne piste pour moi. Et puis, tu vois, j'ai démissionné de mon poste précédent en mars et je devais commencer en juillet. Et alors, attends, on était fin mars, j'ai eu un appel de l'ASV de la clinique qui me dit, écoute, le veto avec qui tu devais bosser, il s'est suicidé. On est un peu dans la merde. Ah ouais, Est-ce que d'accord. tu viens, est-ce que tu viens pas? Donc, gros questionnement, grosse remise en question par rapport à tout ça. Est-ce que j'y vais Ah, je peux malgré la imaginer, ouais. situation ou est-ce que je Oh, passe la main? Et finalement, j'y suis allé. Donc, ok. avec mon épouse, on a déménagé à côté de Sancerre. Mon épouse qui était enceinte, qui devait accoucher au mois de mai. Donc, Ah oui. ça a Ouh là été un là, peu ouais. le bazar. Ouais, on Et peut puis, imaginer. on a pris le train en route. Et puis, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Euh, un début de carrière un peu compliqué avec la veuve du veto qui connaissait pas grand chose au monde vétérinaire forcément. Et puis bon, ça s'est bien fait. On a fini. Elle m'a vendu les parts comme c'était prévu. J'ai Mhm. repris la clinique à mon compte derrière. J'ai trouvé une salariée pour m'assister d'emblée parce que je voulais pas être veto solo. C'était absolument pas envisageable pour moi d'être de garde H24. Ouais. Donc Ok. voilà, j'ai tout de suite employé quelqu'un pour qu'on commence à deux. Et puis petit à petit, la clinique a grandi. On est passé à 3, puis à 4. Aujourd'hui, on est 4 vétos, 4 ASV. Sur Ah deux oui. structures, une clinique et un cabinet. D'accord. Voilà. Et puis on espère grandir encore un petit peu parce que la rurale nécessite de plus en plus d'activités loin et donc il faut faire du kilomètre et donc j'ai besoin d'un veto supplémentaire bientôt pour ça. Hmm. Ok. Voilà le parcours Ça un petit peu marche. chaotique au départ mais qui m'a apporté pas mal de choses finalement. Ouais, tu vas peut-être nous en dire un peu plus tout à l'heure. Juste pour nous situer là, ton début d'expérience là, c'était en quelle année? J'ai commencé en 2004 mes différents boulots et je me suis installé en 2008. Ok, ça marche. Ok, comme ça on se situe aussi temporellement. Là, on est en 2025. Ouais, Nous écouterons dans quelques années. c'est ça. Du coup, ce qui est intéressant, je te fais un petit retour, c'est que je t'ai demandé de te présenter. Tu as tout de suite dit, je suis sorti d'Alfort. Ouais. Ouais, tout de suite, c'est la première chose qui est venue. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça? Ah bah c'est la meilleure école de France. Faut bien que je les cite quand même un petit peu. Et c'est Non, vrai que, je vais faire des jaloux après. écoute, quand on sort de la première école vétérinaire du monde, voilà, on se dit, Lyon, c'est sympa aussi. Mais tu sais que ça m'a toujours fait rire parce que le premier jour où on est arrivé à l'école vétérinaire, j'étais en A2, tu vois, le basique Ah quoi. ouais, ouais, Le directeur nous a fait un discours en nous disant vous êtes l'élite de la France, bienvenue à ouais, c'est Alfort. ça. Ça m'a toujours marqué et
je me suis dit, ouais, bon, on va essayer de pas péter trop haut non plus, mais Hmm. la formation est bonne, quoi. On va faire avec. Malgré tout, après, j'ai appris quand même qu'en sortant de l'école, on était des quiches. Bon, et qu'il fallait se confronter à la réalité du terrain aussi, et Eh que oui. c'est pas à l'école qu'on t'apprend ça, clairement pas, et encore pas aujourd'hui, que ce soit Alfort Lyon, Toulouse, Nantes, Uni-la-Salle ou même les vétos issus de l'étranger. Moi, j'en ai accueilli pas mal en stage et puis quelques-uns en salarié, et je t'avouerai que le niveau d'expertise est le même partout. Donc, Ouais, je c'est m'attends. intéressant. Ouais, c'est intéressant d'avoir ton retour là-dessus, hein. Ouais, c'est ok. Ouais, très intéressant. Oui, bah à Lyon, j'ai envie de te dire, on nous accueillait aussi en nous disant qu'on était l'élite, hein. Et ça crée aussi du coup pas mal de biais et une énorme pression aussi par la Ah, suite, ça, c'est sûr. sachant qu'ils ne précisent pas quel type d'élite nous sommes. Moi, je dirais que nous sommes une élite scolaire C'est et ça. rien de plus que scolaire vu que nous sommes sélectionnés sur ça. Alors, ça commence à changer, hein, mais avec les post-bac et Uni-la-Salle. Ouais. D'ailleurs, j'ai remarqué que tu as parlé d'Uni-la-Salle, ce qui n'est pas le cas de tous les vétos encore à l'heure actuelle. Ouais. Euh, Et ouais, je surveille du coin de l'œil parce qu'il y a des très bonnes choses qui sortent de là-bas on est d'accord, dans leur parcours de formation et complètement. notamment, tu dois connaître un petit peu. Ils sont en train de développer sur les premières années les soft skills, Ah ben ouais, ouais. comment on appelle ça en français? J'ai même pas Compétences le... douces. Voilà. Compétences douces, est-ce que c'est un terme qui parle en français? Je suis pas sûr, mais oui, oui, ils ont un parcours complet qui est orchestré par Guillaume Prorel, qui Mm, m'a d'ailleurs permis l'année dernière de faire un cours sur l'assertivité, en l'occurrence, et ouais. l'écoute active. Et c'était vraiment très intéressant parce qu'il y a un côté comment dire, très ouvert, tu vois, à la pédagogie, aux innovations pédagogiques. Ouais. Enfin, j'ai été très sensible à ça et j'en parle encore avec des personnes qui font partie de l'enseignement à Vétagrosup notamment. Parce Mm, que étant issu de Lyon, j'ai quand même beaucoup d'affinités et de contacts dans cette école. Et effectivement, ils regardent aussi ce qui s'y passe. Là-bas, tout est en création, donc c'est bien sûr que sûr. c'est plus évident que de tout changer une structure qui a 250 ans, hein, un héritage de voilà plus de 2 siècles, C'est qui est sûr. beaucoup plus dur à varier. Mais oui, bref, je note que tu as mentionné cette école, ce qui est une bonne chose dans le sens où ben ça va être nos futurs confrères et consoeurs aussi. Et C'est quand ça. j'entends certains vétérinaires avoir une réticence à les accueillir en stage, je me dis bon, pour le bien vivre ensemble, encore une fois, ça me le semble pas de bon augure. Ouais. Mais soyons Mais positifs, on est plus nombreux dans notre sens, je pense. ouais, mais tu vois, aujourd'hui, l'ordre fait l'atlas tous les ans là, la mise au point sur le nombre de vétos qui sortent, la répartition homme-femme, etc. Ouais. Et, et ça fait plusieurs années qu'on voit que le nombre de diplômes qui arrivent tous les ans est constitué quand même de plus de la moitié de diplômes issus de l'étranger. Donc, Complètement. il Eh faut oui. pas les oublier non plus Eh comme oui. futurs confrères consoeurs. Clairement, là en ce moment, j'accueille une jeune Veto qui vient de Bucarest en hiver qui arrive. Là, je vais accueillir pendant 4 mois un stagiaire qui sort de Porto, du Portugal. Ok. La dernière salariée que j'ai embauchée, elle a un diplôme issu de Madrid, en Espagne. En fait, on a intérêt à prendre en considération ces jeunes qui sont allés se former à l'extérieur parce que pour avoir discuté avec eux, c'est vrai qu'ils ont une appréhension énorme en fait sur comment ils vont être perçus sur le monde du travail, Hmm. dans le Eh milieu, oui, etc. Et il y en bien a sûr. beaucoup qui me disent ah là là, on a peur qu'on soit considéré comme des vétos au rabais, que notre Ouais. diplôme ait moins de valeur que les autres. Et moi, à chaque fois que j'entends ça, je leur dis non, les gars, les filles, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de filles maintenant, Hmm. Eh oui. vous avez quitté le foyer pour aller vous expatrier dans un pays que vous ne C'est connaissiez ça. pas, Ouais, dans une complètement. formation qui nécessite parfois d'apprendre une langue étrangère en un temps Hmm. record. C'est le cas au Portugal, tu vois, la première année est Ah en oui, oui, oui. français, avec du portugais intensif pendant un an, et Ah après, oui. les années suivantes, c'est que du portugais. Donc, Une charge supplémentaire. voilà. Et ils reviennent en France et ils sont motivés comme tout, ces gamins-là. Et je vois pas pourquoi on leur offrirait pas des opportunités comme les autres, quoi. Pour moi, le diplôme, c'est un gage de qualité théorique,
On leur apprend des trucs, on leur apprend les maladies, on leur apprend les symptômes, mais c'est pas du tout un gage de qualité de qui ils vont être et de quels praticiens ils vont être. Donc, je leur ouvre la porte, qu'ils viennent de Perpète ou d'à côté. Pour moi, c'est la même chose. Et après, ce qu'on en fait de ces gamins-là, de ces jeunes vétos qui rentrent sur le métier du travail, c'est là que ça a tout son sens. C'est-à-dire comment tu les accueilles, comment tu les accompagnes, à quel moment tu les fais rentrer dans le grand bain, vraiment tout seul, en autonomie. C'est ça le truc, quoi. C'est hyper véto dépendant, clairement. Hein, c'est hyper structure dépendante. Mais c'est ça Clairement. qui est génial. Ouais, complètement. Et j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que ça commence dès l'école parce que, bon, tout le monde est différent évidemment, mais j'ai eu des groupes avec lesquels, lorsque je mentionnais Unilassal et que je disais que j'avais fait des cours à Unilassal, on me disait «Ah, t'as fait un cours à Unilassal», comme si c'était une sous-école. Hein. Donc ça Ouais. vient déjà chez les étudiants, et je pense, hein, alors ça c'est une supposition et c'est complètement subjectif, mais je pense que c'est lié à cette espèce d'élitisme avec lequel on accueille les vétérinaires en école nationale. Ouais. C'est en disant voilà, vous êtes l'élite, et du coup là on a une école privée, forcément on les voit comme des sous-étudiants moins méritants en tout cas, parce qu'il y a une valeur effort, une valeur mérite qui est très élevée chez les étudiants vétérinaires en France. C'est ça. Et du coup, Laurent, on avait dit en amont de l'interview justement de réfléchir à une thématique, et tu m'as dit globalement que le sujet pour toi là en ce moment c'était l'onboarding. Ouais. Alors moi la question que je me pose c'est pourquoi ce sujet-là, et peut-être même plus largement, parce que je sais que tu fais d'autres choses que de la pratique, pourquoi tu t'es ouvert à d'autres choses que la pratique finalement? Alors, l'onboarding, l'accueil des nouveaux salariés en bon français, Non. c'est une thématique sur laquelle je travaille beaucoup en ce moment parce que donc je suis vétérinaire, praticien, je suis associé dans ma structure avec une associée avec laquelle je travaille et qui m'aide beaucoup. Et à côté de ça, j'ai d'autres activités et notamment je suis actif au sein du SNVEL, le syndicat national des vétérinaires en exercice libéral. Et Ok. qui dit exercice libéral, bah, dit structure avec des employeurs et puis des salariés, quoi. Donc, un de nos thèmes actuellement, c'est comment bien accueillir ces nouveaux salariés pour que ils s'épanouissent au mieux dans notre structure, dans nos structures plus exactement, et comment pas leur créer des traumas en fait, parce que clairement les premiers jobs, ça peut être hyper traumatisant C'est pour les clair. jeunes vétos qui sortent du diplôme. Tu peux en parler toi aussi parce que j'avais écouté ton interview, ton auto-interview, on va dire ça comme ça, il y a 3 saisons de ça en arrière, où C'est tu vrai. parlais de tes différentes expériences dans le monde Ah, on peut tous en véto. Et parler, hein. ouais. On peut tous en parler. Bah d'ailleurs, toi, de ton côté, hein, comment t'as vécu, toi, on va dire la première expérience, j'ai envie de te demander. Hein. Écoute, moi j'ai eu pas mal de chance pour le coup. Mes premiers employeurs, il y en avait certains qui avaient une fibre d'accompagnant et de Ah, prof, tu vois. J'ai appris pas chouette. mal de choses avec eux. Il y en a qui étaient, comment dire, beaucoup moins pédagogues, mais ils étaient quand même dispo quand j'avais besoin d'eux. J'en ai eu aucun qui m'a dit, écoute, débrouille-toi, on verra bien ce qui se passe. Donc déjà, rien que pour ça, je les remercie parce que c'était pas C'est tout le clair. monde Ouais, qui c'est a ce génial. genre d'entrée. C'est vrai. Et puis, ouais, il y a eu des vétos avec lesquels je m'entendais moins bien, mais j'ai toujours travaillé dans des grosses structures où on était 6, 7 vétos à chaque fois. Donc, bon, il y a des affinités qui se créent avec Bien certains, sûr. moins avec d'autres. C'est logique, tu peux pas appeler à tout le monde. Mais voilà, j'en ai toujours tiré des bonnes leçons. Puis, un caractère plutôt optimiste de base, donc ça aide quand même un petit peu. Mais Aussi. tu vois, mon associée, Ludivine, elle a vécu ses 3 premiers jobs très différemment de moi. Elle a fait une première année de salariat chez nous, en remplat d'une véto qui était en congé mat. Voilà, elle sortait de l'école, bah, comme je te disais tout à l'heure, quoi, avec le background théorique, mais pas du tout Hmm. pratique. Ouais, Voilà, ouais. il fallait l'accompagner un peu.
Et puis derrière, elle est repartie. Elle a fait 2 autres jobs dans lesquels elle s'est pris la tête avec ses patrons, mais d'une force, je sais même pas comment elle a tenu. Ok, Dans le deuxième job, je crois qu'il y en a une qui l'a limite traitée de voleuse et je crois que ça lui a pas plu du tout. Et je sympathique. peux Ouais, comprendre on peut entièrement ça. comprendre. Ouais, Voilà. clairement. Et globalement, le timing fait qu'on l'a rappelé en lui disant ça te dirait de revenir travailler à la clinique et que si elle avait pas eu ça, elle aurait changé de métier, quoi. Ah ouais, Ouais. Donc ouais, quand même. bon, Eh oui. à C'est le partir de risque. là, si tu veux, la découverte des premiers jobs, je me suis dit ah il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Il y a quelque chose à faire. Et donc j'ai rejoint le SNVEL. Ça va faire pas loin d'une dizaine d'années maintenant. Ok, d'accord, Pour te donner plus de précision, en fait, je suis le président de la section régionale du centre. Donc, d'accord. on organise des réunions, on accompagne des vétos quand ils ont des questions, on participe à l'assemblée des délégués tous les ans. Quand ils Là, ont je sur viens... des questions sur quoi, juste, je t'interromps, Ouais, Laurent. alors on travaille sur pas mal de problématiques qui touchent la profession. Donc là, il y a pas si longtemps que ça, il y avait le certibiocide qui allait être imposé aux différentes Ouais, cliniques véto, et donc il a fallu monter un peu au créneau en leur disant les gars, vous êtes gentils, mais les vétos, c'est eux que vous appelez quand il y a besoin de faire des protocoles d'hygiène au niveau du ministère, et vous nous demandez de passer un certificat pour pouvoir utiliser un produit pour nettoyer la table. Ça devrait le faire. Voilà. Donc il y a des ouais, choses comme super. ça. Il y a de la Ouais, ok. surveillance au niveau européen pour pas qu'il y ait des décrets qui passent qui soient défavorables à notre pratique et à notre prescription. Par exemple, délivrance du médicament. Il y a eu quelques années en arrière, il y a eu des amendements qui ont essayé de passer en disant vous pouvez pas être à la fois prescripteur et Ouais, délivreur. Et donc on a surveillé il y a ça de quelques années. près. Mhm. On travaille aussi sur le bien-être des salariés parce que clairement, des salariés qui sont mal dans leur peau, c'est des salariés qui vont tomber en arrêt maladie. Et des salariés qui vont tomber en arrêt maladie, c'est des employeurs qui vont devoir avoir une surcharge de travail et c'est bénéfique à personne. Donc voilà, il y a des choses qui sont mises en place aussi en tant que surveillance de la santé des salariés au travail. Ok. Euh, Là, tu vois, il y a pas si longtemps, c'était le 22 mai, on a fait les universités de printemps au SNVEL. Donc ça, c'était à Alfort. L'objectif, c'est des rencontres. On parle de sujets d'actualité. Donc là, on parlait de comment utiliser l'intelligence artificielle dans la pratique future. Tu vois, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça l'est pas? Hmm. Est-ce que c'est de Ouais, la poudre aux yeux ou est-ce qu'il y a des choses concrètes à faire? Et en fait, on profite de ces moments-là pour échanger avec les jeunes, avec les étudiants qui sont présents pendant les universités. ok, d'accord. Là, cette année, on a organisé le premier concours d'éloquence vétérinaire. C'était absolument génial, Ouais, j'ai vu ça, avec c'est intéressant. 60 étudiants qui se sont penchés sur la question, qui ont eu une formation sur comment on parle en public, comment on structure la voix, Ouais, le génial. poser, etc. C'était génial, avec un final. Cinq vétos qui se présentaient leur thématique devant toute l'assemblée du printemps SNVEL, donc il devait y avoir allez, une bonne centaine de personnes dans l'amphi, c'était déjà pas mal hein, Quand même, eh oui, comme audience. c'est clair. Ouais, Et le intéressant. thème de la finale, c'était pourquoi parler, avec des finalistes qui nous ont fait ouais, vraiment un niveau très très bon pour une première. Et on peut se dire, bah ouais, bon, pourquoi l'éloquence, pourquoi un concours veto? Est-ce que c'est juste pour l'esbrouf? Est-ce que c'est juste, voilà, pour dire nous aussi on fait notre concours d'éloquence? Et en fait, non, pas du tout, ça a un intérêt profond. C'est pour montrer aux jeunes étudiants, qui seront des futurs praticiens, que si Ouais, tu veux complètement. convaincre un propriétaire de donner un traitement plus ou moins contraignant à son chien, il faut savoir lui expliquer pourquoi il va le faire. Et pour Hmm. pouvoir lui expliquer pourquoi il va le faire, c'est pas juste la théorie qui dit que bah, c'est ce médicament-là qu'il Exactement. faut et basta, quoi. Il faut s'adapter au client et il faut pouvoir le convaincre par la parole que son chien il a besoin de ça. Ouais, il y a de la communication, hein. De toute façon, ça on l'oublie souvent à l'école veto, hein. C'est ça. La théorie c'est bien, mais transmettre les informations, la manière de le faire, c'est autre chose. Mais alors, du coup, j'ai plusieurs questions là, Laurent, en t'écoutant.
On est parti de l'onboarding et tu m'as dit Ouais. donc c'était par l'intermédiaire du SNVL que tu travaillais là-dessus. Ouais. Comment ça s'orchestre ça? Tu vois, quel temps tu y dédies par semaine au SNVL? Bosser sur l'onboarding avec le SNVL, ça veut dire quoi? Tu vois? Alors, c'est pas du temps précis que je m'octroie par semaine. Je prends du temps, ouais, dans le mois. J'essaye de dégager 3-4 heures facilement pour m'occuper de ça. Ok. Pas que de l'onboarding, mais du SNVL en Mhm. général. Ça se traduit par des soirées d'accueil des jeunes vétos du centre, parce que Ah, ok. on Ouais. s'est rendu compte que une des problématiques des vétos salariés qui arrivaient quelque part, bah, c'était d'être tout seul. Eh oui, Et donc la solitude, ça pèse, hein, quand même. clairement. Si t'arrives pas avec un conjoint ou je ne sais Eh quoi, oui. Ah, bah, complètement. voilà, t'arrives dans une région que tu connais pas, avec des gens que tu connais peu, on va dire, Ah, c'est mais c'est tes ça. collègues de Mm. travail, quoi. Et bon, bah, on fait des soirées entre jeunes vétérinaires de la région pour qu'au moins ils sachent Mm. trouver des gens qui ont leur âge Ah, et qu'ils avec existent. lesquels Ouais. ils pourraient échanger, tu vois, nouer des relations un peu plus facilement. On a fait un groupe de travail au niveau régional où on a interviewé des jeunes vétos étudiants dans les 4 écoles vétos sur Ok. le mal-être étudiant. Donc, on avait fait un mini questionnaire qu'on a fait passer par le SNVEL Junior, en fait, qui est l'antenne du SNVEL dans les écoles. Alors, les 4 écoles publiques pour l'instant, voilà, Mhm. mais qui nous permet d'avoir un lien en fait avec les étudiants. Ok. Et donc, on avait fait passer un petit questionnaire sur bah, comment vous vous sentez, syndrome de l'imposteur, tout ça. Mhm. Et puis, on avait demandé à ceux qui se sentaient pas bien, est-ce qu'ils voulaient qu'on fasse une interview, approfondisse un petit peu leur mal-être pour savoir ce qu'il en était. Donc, de ça, il en est ressorti que bah, il y avait des fois un sentiment d'imposteur assez marqué au niveau des étudiants, soit parce que les profs, ils ont pas tous une pédagogie, tu vois, très... Il y a des fois des pédagogies un peu archaïques, quoi, encore beaucoup, hein, mais bon, en même temps, ils Il y sont en a, ouais. enseignants Mm. chercheurs. Bien Il y en a sûr. qui sont plus chercheurs qu'enseignants et d'autres qui sont plus Exactement. enseignants que chercheurs. Même chez les enseignants plus que chercheurs, je pense que la Ouais, formation aussi, à la ouais. pédagogie a été limitée, donc ils C'est font avec les ça. moyens du bord. Hein. Et ouais. Et donc, il y en a certains qui finissent par avoir le sentiment d'être un mauvais veto, même avant, tu vois, de commencer Exactement. le job. Puis, bon, bah, on a entendu hein, des jeunes filles exprimer des mal-être liés, par exemple, à des violences sexistes et sexuelles, tu vois. On a eu des témoignages de jeunes qui nous ont dit, bah, on a eu vis-à-vis d'un prof des mains au cul à un moment qui était pas Ah du tout d'accord. souhaité, tu vois, des choses un petit peu violentes comme ça. On peut pas se l'imaginer. Ah ouais, ouais, c'est dur de Ouais, s'imaginer bah, ça. Hein. toi et moi, on Ouais, est des hommes, on a du mal à imaginer ce genre de truc, mais ouais, c'est clair. ça fait partie d'une certaine réalité quand même. Et Ah bon, ben bien sûr. je sais quand même qu'il y a des écoles qui sont un peu plus en avance sur ces domaines-là, notamment Lyon, ils sont pas mal Mm. préoccupés de ce genre de choses. J'espère que ça va prendre aussi dans les autres écoles parce que c'est une réalité. Hein. Il faut pas se voiler la face. Ah, il faut Le... l'entendre. Ouais, il faut Ah oui, c'est l'entendre. Et important. le Mm. MeToo vétérinaire, on va en entendre parler forcément à un moment donné. Hein. Il y a des Ouais, réalités qui sont ce qu'elles sont et il faut pas se voiler la face, il faut pas mettre la tête dans le sable, ça sert à rien quoi. Et, on est et, et tu d'accord. vois, aborder ces sujets-là de façon, alors soit en groupe de travail comme ça, soit en apportant carrément des dossiers qu'on va présenter hein, aux directeurs d'école ou directrices d'école, qu'on peut même remonter au ministère parfois. Bah, tout ça, ça se fait à travers le SNVL. Ouais, intéressant. Alors, ce que j'entends, c'est qu'avec le SNVL, tu restes au contact de la population vétérinaire et vraiment au contact proche et avec les jeunes notamment, enfin par le biais des ateliers que tu proposes. C'est Ben, ça. c'est vachement intéressant d'avoir la température un peu à l'instant T sur le long terme, parce que 10 ans, ça fait quand même une sacrée période déjà. Hein. Ouais, ça fait un peu de longueur, ouais. Mais en 10 ans, les étudiants, ils changent pas trop, ils changent un peu, ils changent quand même dans leur. On sent les générations successives. C'est un peu marrant. Moi qui ai Ouais, travaillé un peu sur les différentes générations, bah, j'en ai parlé dans mon bouquin là, le dernier.
quel beau métier vous faites. Il y a, Tu as rédigé avec Andrea Sanchez, hein, on peut en parler là, je l'ai à côté de moi sur le bureau, on en a parlé juste avant l'interview. Ouais, quel beau métier vous faites, hein, vu que maintenant on en parle. Que tu as rédigé avec Andrea. Andrea Sanchez, aussi. qui est linguiste un peu spécialisé dans la communication interpersonnelle. Ok. Et on a rédigé ce livre-là à deux, et l'objectif du livre était, alors, on va dire à destination des jeunes vétos, mais pas que, hein, les moins jeunes aussi, ils ont le droit d'apprendre aujourd'hui. Bien sûr. Bah, ils ont jamais appris ça. Ils ont jamais appris ça à l'école, non, hein, donc j'ai envie de te dire. Ouais. Et en fait, il y a différents chapitres sur comment discuter entre collègues, comment discuter avec les clients. Il y a aussi comprendre que un message que tu transmets, en fait, il passe par des filtres de personnalité ou de façon de voir les choses qui diffèrent. Alors moi, j'ai eu un coach. Alors c'était pas toi à l'époque parce que je te connaissais pas encore, mais c'était Yannick Klein qui m'avait accompagné à un moment donné, et donc c'est lui qui m'avait initié au profil Nova, ce qu'on appelle le disque de Marston, qui est une théorie sur les personnalités, on va dire, Yes. de tout un chacun, avec 4 couleurs qui vont donner des dominantes de personnalité. Alors, c'est pas à prendre au pied de la lettre, mais ça donne des indications sur comment les gens pensent et réfléchissent un petit peu, avec des profils très très différents. Moi, tu vois, je suis un profil rouge et vert, donc c'est-à-dire très comment dire, qui accepte les défis, qui aime bien aller se poser des questions, aller vers la nouveauté, vers les challenges, tu vois. Bon, bah, t'as entendu un petit peu, ça que fait j'aimais sens. bien me challenger quand même de temps en temps. Ça fait sens. Voilà. Et puis le vert, qui est plutôt celui qui va chercher l'harmonie du groupe, le bien-être ensemble. Donc ça, j'ai une salariée qui est comme ça, Margot, elle est très très vert, et c'est une perle dans une entreprise, parce que c'est elle qui va faire le lien entre chaque veto, entre chaque ASV, entre les vétos et les ASV. C'est elle qui va créer de la cohésion. C'est essentiel dans une équipe, tu vois. Ah, c'est important, ça, c'est Après, clair. ouais, après il y a les profils jaunes qui vont être plus des créatifs, plus des gens qui aiment bien se mettre en lumière aussi. Donc ceux-là, ils peuvent apporter quelque chose de bénéfique, notamment sur les réseaux sociaux. Si tu as une page Facebook, ça va être souvent eux qui vont essayer de mettre en avant la clinique, les gens de la clinique, et puis faire être un peu moteur dans les réunions de team building. On fait beaucoup d'anglicisme depuis le début, mais c'est En même temps, bah, ouais. Après, on peut essayer de les traduire en français, mais bon, voilà. des fois, ça sonne comme les soft skills, hein. Voilà, exactement. Et puis on a le profil bleu qui est lui beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus cadré, normé. Qui est clairement mon associé est comme ça, notamment, et ça m'aide beaucoup, moi qui suis rouge et qui fonce dans le tas tout le temps. Ça me permet de me calmer, Temporiser. de temporiser énormément. Et tu vois, à travers ce simple profil-là, on apporte des idées différemment. Pour la même idée, on parle pas de la même chose aux gens qu'on a en face de soi. En fonction de leur dominante de couleur, on sait qu'ils vont pas le prendre de la même façon. Tu vois. Donc toi, tu veux dire qu'au quotidien, grâce à ça, là, grâce à cet outil, tu vas adapter ton mode de communication à tes collègues. C'est ça que tu es en train de dire? C'est ça, ouais. C'est-à-dire que quand on a des idées, quand on essaye de mettre en place une nouvelle idée, par exemple, je te dis, imagine demain on déménage. Allez, on va faire une nouvelle clinique, etc. Alors clairement, gros changement pour toute l'équipe. On va avoir de nouvelles habitudes, peut-être plus de place, il va falloir réfléchir à comment on agence les pièces, etc. Et tu vas aller voir les rouges de ton équipe, tu vas leur dire, il faut me donner des idées pour cette nouvelle structure, comment vous voyez-vous la structure idéale, et puis tu vas avoir les bleus que tu vas essayer d'emmener dans ton idée en leur disant, écoutez, ça va pas tellement changer pour vous, parce que ils ont leurs habitudes, ils aiment pas sortir de leur zone d'habitude, de confort et de cadre. Et donc, vous aurez toujours votre salle de consulte à vous. Ça sera toujours la même organisation des salles de consulte. On va pas changer ce qui marche bien aujourd'hui. Et justement, dites-moi ce qui marche bien aujourd'hui pour qu'on le garde pour demain, tu vois, pour la nouvelle structure. On va aller traduire ça chez les Verts en leur disant, il faut que tu nous trouves comment agencer la zone de confort, tu vois, pour que tout le monde se sente bien dans cette nouvelle structure.
comment le dire aux gens pour communiquer sur on va déménager, suivez-nous dans nos aventures, etc. Et puis on va aller chercher les jaunes pour leur dire, écoute, comment on va décorer la nouvelle structure, parce qu'il faut que ça donne envie aux clients La créativité, ouais. D'arriver chez nous et de voir qui sont pris, tu vois, un accueil chien, un accueil chat, comment on les organise pour que ce soit sympa, que les gens se sentent bien, etc. Donc voilà, tout ça, la même idée de départ, mais on engage les gens différemment, tu vois. Ouais, on prend en compte leur spécificité, j'entends Ouais. clairement. Ouais, et bon, après, ça part aussi d'un état d'esprit participatif, hein, là, sur ton exemple en l'occurrence, Ouais, hein. bien sûr, mais bon. Ça, c'est chouette aussi, d'engager son équipe de cette manière-là. Bah, Euh, tu sais, la loi du changement, c'est pas la plus facile, hein. Clairement. Ouais, j'ai fait quelques conférences. Enfin, j'ai participé à quelques conférences là-dessus. Entraîner une équipe dans le changement, ça demande pas mal d'énergie et c'est pas l'élément le plus facile dans la vie d'une structure. Ouais. Ouais, l'accompagnement au changement, c'est un vaste sujet, hein, Ouais, tu m'étonnes. de toute manière. Mais alors, du coup, moi, je me pose une question, Laurent, et peut-être qu'on va même élargir, hein, mais il me semble que cet outil-là, et bon, j'ai plusieurs questions qui me viennent parce que je me mets à la place des auditeurs et des auditrices là, mais euh, peut-être qu'on va repartir juste sur le onboarding. Est-ce que tu peux Ouais. le redéfinir pour les personnes qui nous écoutent? Eh ben, l'onboarding, c'est les éléments que tu vas mettre en place pour accueillir un nouvel élément de la structure, donc une nouvelle ASV, un nouveau veto, Yes, ou nouvel que employé. sais-je. Mhm. L'objectif, c'est d'y avoir réfléchi en amont pour pas faire de l'improvisation tout le temps, tu vois, c'est-à-dire peut-être avoir un livret d'accueil dans lequel tu poses des idées pour ça va être tiens par exemple l'ordinateur tombe en rade, qui est le service technique, qui il faut appeler en cas de problème. Bon, tu vas te dire, bah oui, mais il y a les ASV qui sont là pour ça. Mais imagine, ça tombe sur la première nuit de garde du jeune qui arrive et poum, il n'y a pas d'ordinateur. Bien sûr. Est-ce que dans la clinique, il y en a un qui est un peu plus branché informatique, qui va pouvoir le dépanner, tu vois? Ça peut être ça peut être des protocoles hyper simples. Bon, on se dit, bah, la vaccination, c'est facile. Ouais, mais la vaccination telle que moi, je la pratique dans ma clinique, c'est pas la même que va la faire la clinique d'à côté, tu vois. On parle pas des Clairement. mêmes sujets, on parle pas des mêmes thèmes. Est-ce que la vaccination, c'est juste bonjour, bonsoir, ça dure 5 minutes, on parle de rien d'autre? Ou est-ce que on essaye au contraire plutôt d'être très demandeur, on pose pas mal de questions. Est-ce que vous allez prendre une assurance? Est-ce que vous voulez, est-ce que c'est votre premier chien? Est-ce que vous avez besoin de conseils, etc. Tu vois, c'est pas du tout la même vision. Clair. Les deux se respectent. Hein. Des consultes de vaccination en 5 minutes ou en 20 minutes, pour Ouais, moi, why c'est not? deux styles différents, mais les deux me vont très bien. Mais je sais que dans ma clinique, on aborde toujours tel thème, telle façon de faire, etc. Et je me dis que pour un jeune qui arrive, savoir comment se déroule une consultation vaccinale, c'est pas mal, Dans quoi. votre structure? Eh oui. Ouais. Ouais, d'accord. Et puis après, l'onboarding, ça va être mettre en place des entretiens réguliers avec le jeune veto qui arrive. Donc ça va être au-delà de l'entretien d'embauche, le premier jour où il va vraiment venir bosser, c'est lui demander est-ce qu'il se sent de faire tout de suite de la consultation ou est-ce qu'il préfère avoir une mise en place avec uniquement des consultes vaccinales pendant la première semaine, tu vois, le temps de comprendre comment fonctionne la clinique, comment fonctionne le logiciel, Bien de sûr. demander de l'aide aux ASV, etc. Est-ce que ça va être des gardes? Est-ce qu'il veut en faire tout de suite? Est-ce qu'il veut, ou elle, pardon, des filles aussi. Est-ce Bien qu'elle sûr. veut en faire accompagner? Est-ce qu'elle veut être la première, enfin, est-ce qu'elle veut faire la consulte et m'avoir en soutien? Tu vois, c'est des choses qu'il faut mettre au clair tout de suite parce que bien sûr, ils n'ont pas tous la même envie, quoi. Mais bien sûr. Bah là, du coup, Et je vais me permettre de Laurent à vas-y. ce stade parce que tu donnes beaucoup d'informations très intéressantes. Et je vois un effet pour les gens qui ont jamais pensé à l'onboarding, un espèce pas de trop plein, mais peut-être qu'on fait une petite synthèse. Donc déjà quelque chose de planifié. L'onboarding, Ouais, c'est quelque chose qui se prépare et pas c'est quelque ça. chose qui se fait à la va-vite à l'arrivée de la personne. Ouais, J'entends qu'il y a une partie clarification des attentes
et là, ce que tu as dit, et tu as nommé pas mal de questions possibles. Et il y a aussi les fameux entretiens, donc qui rentrent dans la planification, hein, les entretiens qui vont permettre de prendre la température sur dans quel état se trouve la personne, de quoi elle a besoin, etc. Et là, C'est tu as ça. donné déjà pas mal d'éléments de questions. Mais je suis complètement d'accord sur ces étapes-là, en tout cas. Après, tu vois, bon, les entretiens, ça peut être. Moi, généralement, j'ai l'habitude d'en faire un le premier jour d'arrivée, un 15 jours après, Ok. un juste avant la fin de période d'essai, tu vois, pour vraiment prendre la température de est-ce qu'on continue ensemble l'aventure. Et Ouais. après, un, La période d'essai, c'est 4 mois actuellement, hein. ça dépend du job et ça dépend si c'est du CDD, du Oui, pour CDI. du CDI, je parle, c'est vrai, ouais. Pour Ouais, du CDI, en ouais. CDI, on va être sur du 4 mois, oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, toi, tu as dit, alors 15 jours, un mois, et juste avant la période d'essai. Ouais, c'est Et ça. c'est quoi ton recul sur ça, du coup? Le recul, tu veux dire? Le retour d'expérience? Ça donne Ah, quoi, du coup? jusque-là, à chaque fois que j'ai fait ces entretiens-là, ça m'a permis de voir si les gens sont à l'aise avec nous, si de débloquer certaines paroles, tu vois. Comment dire, la dernière ASV que j'ai embauchée, à la fin de l'entretien, elle a pleuré. Bon, c'est pas de ma faute, mais on a abordé des thèmes qui étaient importants Génial. Ah bah, bien sûr. et elle a pu se lâcher, tu vois. Et moi, faire pleurer quelqu'un, bon, ça me désole toujours, mais derrière, j'essaye de les faire sourire quand même. Mais ça veut dire que elle y a mis son émotion et qu'elle est capable de la libérer, son émotion. Et ça me fait super plaisir. Parce que moi, en tant que manager, avoir quelqu'un qui est capable de pleurer devant moi, ça veut dire qu'elle a confiance, quoi. Donc, Exactement. J'attendais que tu dises ce mot-là. Ouais, ouais. ouais, Il y a de la ouais. confiance. Mm. Et donc, Clairement. voilà, pour moi, les entretiens, c'est vraiment ça. Est-ce qu'on est sur la bonne direction, Ouais. ou est-ce qu'il faut que je change un petit peu de façon de, Rectifier le tir. ouais, Mm. rectifier le tir assez rapidement Réadapter. parce que pour pas Mm. dévier, si tu veux, quoi. Et Bien pour sûr. pas en arriver à l'entretien d'avant à la période d'essai, de fin de période d'essai, en se disant bah merde, on parle pas le même langage, est-ce qu'on continue ensemble? Ouais. Et se Voilà, retrouver au dépourvu avec une personne qui dit Laurent, bah, je me casse demain, quoi. c'est ça. Mm. Voilà. Et Alors là, se après, ils ont le retrouver, droit. Hein. Je peux ne bien pas sûr. correspondre à tout le monde, c'est clair. Hein, Complètement. Mais c'est pas mais de se voilà. retrouver dans la situation du dépourvu et pouvoir anticiper la suite. Parce que Ouais. aussi le jeu de l'employeur, c'est aussi quand même de pas se retrouver en sous-effectif Ah du bah jour oui, au tu lendemain m'étonnes. par manque d'anticipation. Parce que Mhm. là, et c'est souvent ce qui se passe. Malheureusement, moi, dans les gens que j'accompagne, souvent, c'est ce qui revient. Quand il y a du turnover ou quoi, c'est en plus ça arrive d'une manière, d'après eux, imprévisible, Ouais. soudaine, subite, et du coup ils se retrouvent, il faut rechercher quelqu'un dans l'urgence. Et Ouais. vas-y, on va prendre le premier profil qui tombe, et voilà, on en a un peu C'est parlé ça. avant notre, notre interview, ben on se retrouve dans ces soucis-là. C'est Ok, ça. ok, intéressant. Et alors, là, c'est la seconde question, là, je voulais te la poser tout à l'heure, mais je me suis dit, d'abord, on revient sur l'onboarding de manière générale. Euh, Quel lien tu fais avec la méthode DISC, la méthode Nova, là, que tu as abordé tout à l'heure? Bah, je te dirais, j'essaye d'utiliser cette méthode-là pour réfléchir au profil que je vais chercher en tant Donc en amont. qu'employeur. Voilà, Ok, en amont. Et puis, je vais essayer de structurer deux, trois questions qui vont orienter un petit peu le choix des couleurs dominantes. Parce que ok, un rouge et un bleu vont pas répondre de la même façon à ces questions-là, si tu veux. Donc, si c'est quelqu'un, enfin, si je cherche quelqu'un pour, euh, tiens, typiquement, le prochain que je devrais embaucher, j'ai besoin qu'il soit rouge un petit peu parce que je vais lui demander de créer avec nous un nouveau service. Je vais essayer de développer de l'activité, de la médecine rurale d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on va essayer de changer notre façon de travailler la rurale. Et donc on va aller vers plus de demandes et plus d'informations vers les éleveurs, plus de contact direct avec les éleveurs. Et donc je vais avoir besoin de quelqu'un qui va être plutôt à l'aise à aller chercher ces informations-là, à aller chercher ce contact-là. Et je vais avoir besoin soit d'un rouge, soit d'un jaune. Mais pour le coup, un bleu me sera moins utile parce que on cadrera les choses avec mon associé. Ça sera bien fait sûr. si tu veux. Mais là, j'ai besoin de quelqu'un qui va aller chercher le challenge